personne ne s'abonne, si personne ne fait des dons, il n'y aura plus de publication. Si vous appréciez notre travail, soutenez-nous. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons continuer. Pour comprendre la nature et la séduction psychologique du totalitarisme moderne, il est utile de voir en quoi il diffère des autres types de despotisme qui ont été enregistrés par l'histoire. Comme le totalitarisme moderne de Staline, Mussolini, Hitler et Franco, les systèmes despotiques d'autrefois ne toléraient aucune opposition. Ceux qui combattaient le régime étaient écrasés. Mais dans le passé, le despote n'attendait pas de ses sujets qu'ils lui donnent délibérément leur accord, c'est-à-dire qu'ils admettent intérieurement ses principes et ses méthodes, et cela pour la bonne raison qu'il aurait été incapable de les contraindre à les accepter. Tous les sujets étaient supposés obéir au tyran, mais du moment qu'il le faisait, le tyran ne se souciait guère de ce qu'ils pensaient de lui tant qu'il taisait leur opinion. De toute manière, il n'avait aucune façon de découvrir ce qu'ils pensaient. Le système d'espionnage dont disposait le despote du Moyen-Âge était d'une efficacité très limitée si on le compare par exemple aux appareils électroniques d'écoute. Dans les États totalitaires modernes, les mass médias procurent des occasions presque illimitées d'influencer les pensées de tous. Et la technologie moderne permet de surveiller les activités les plus secrètes. Tout cela, et bien d'autres choses encore, donne à la dictature moderne la possibilité d'affirmer que ses sujets sont libres de penser ce qu'ils veulent, sans doute parce que la complexité de la technologie et de la société de masse le requiert dans de nombreux domaines des activités humaines, tout en les contraignant à adopter les convictions souhaitées par le système. Ainsi, alors que dans les dictatures du passé, un opposant pouvait survivre à l'intérieur du système tout en gardant une indépendance de pensée considérable et en même temps le respect de lui-même, dans l'état moderne totalitaire, il n'est pas possible de conserver ce respect de soi ni de s'opposer intérieurement au système. De nos jours, tout non-conformiste a le choix entre deux attitudes. Ou bien il se pose en ennemi du gouvernement et s'expose à être persécuté, sinon bien souvent éliminé, ou bien il feint de croire en quelque chose qu'il réprouve profondément et qu'il méprise en secret. Yann Charrier, bonjour. C'est un extrait de Survivre que tu avais mis derrière toi pour une des interviews qu'on a faites ensemble. Quel bel exemple, écrit en 52, étoffé plus tard dans les éditions ultérieures. Quel bel exemple de où nous en sommes, n'est-ce pas? Bonjour Alexandre. En effet, c'est une très belle illustration de l'évolution de notre société. Euh, Certaines personnes parlent de la différence entre le fascisme et le totalitarisme, dans le sens où le fascisme va contraindre des actions, donc tant que tu obéis, tu es tranquille. Par contre, le totalitarisme, lui, doit contrôler et tes actions et tes pensées. Donc tu n'es plus libre de penser. Et bien sûr, avec les nouvelles technologies, on va aller beaucoup plus loin dans l'influence qu'on peut avoir sur la pensée d'un citoyen. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ces instruments, disons, modernes, mais qui se sont construits bien avant, mais qui aujourd'hui ont atteint leur fait presque, sont particulièrement efficaces, que sont le psy-ops et le nudge, dont tu vas nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, Mm. dans cette émission aujourd'hui. En effet, ce sont des concepts techniques qui ne sont pas très connus encore pour l'instant du grand public. La dernière fois, on a parlé de techniques de manipulation que j'ai appelées classiques, issues de la psychologie sociale, beaucoup. Et là, on va parler des techniques dites de nudge ou de coup de pouce. C'est-à-dire, ce sont des techniques subtiles pour modifier ton comportement sans que tu t'en rendes compte. Et ces techniques-là sont issues notamment de la psychologie comportementale dont on a déjà parlé. Le nudge apparaît à partir de environ 2010, 2015 et en France 2010, 2014 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est surtout de ça qu'on va traiter aujourd'hui, les nouvelles techniques de manipulation. Allons-y. Eh bien, très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de nudge. Ensuite, on essaiera de définir ce qu'est une psyops, une opération psychologique, et on effleurera un peu le comment est-ce que la pandémie a pu être organisée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça n'est pas organisé. On verra qu'il y a des instruments d'organisation Mhm. spécifiques. Alors, dans un premier temps, voilà, ça, ce sont des techniques de nudge.
Elles n'y sont pas toutes, il y en a énormément, Mhm. d'une part, et d'autre part, les nudges, on les conçoit maintenant aussi sur mesure. Donc, on va essayer de vous en donner quelques exemples pour que vous compreniez le principe. Mais bien sûr, je vous invite à vous renseigner et à lire le plus de livres sur le nudge possible. Donc, vous voyez, il y a une grande liste, mais on ne va pas tout faire aujourd'hui. Mhm. Alors d'abord, on va essayer de se demander, le nudge, c'est quoi? Comment ça marche? Le nudge est beaucoup basé sur un renforcement positif, c'est-à-dire qu'on va te faire un compliment pour te féliciter d'avoir pris la bonne décision, fait le bon choix. Le renforcement positif, c'est quoi? Les encouragements, les félicitations et les remerciements pour le respect des protocoles sanitaires, mais ça pourrait être autre chose, peuvent motiver les individus à continuer à adopter ces comportements. Notamment, par exemple, si on entend Emmanuel Macron dire ensemble, il faut tenir bon, bien sûr, c'est un nudge qui va te pousser à garder le comportement qui t'est nuisible, à savoir de la torture psychologique auto-effectuée. La différence entre un bénéfice primaire et un bénéfice secondaire. C'est-à-dire que le bénéfice primaire, ça va être, par exemple, on t'offre un cheeseburger avec des frites. C'est du concret ou de l'argent. Un bénéfice secondaire, ce sont des félicitations et des remerciements. Tu es solidaire, tu es responsable, tu es un bon citoyen. Des applaudissements, par exemple. Les applaudissements, ça peut fonctionner. En fait, quasiment tout ce qui va te valoriser, dans le sens où tu vas être quelqu'un de Mhm. responsable et bien perçu par la société et donc par les normes. Et donc tout ça, ça repose notamment sur ce qu'on appelle des biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est les failles qu'il y a dans l'architecture de ton cerveau, parce que ton cerveau n'est pas parfait. En gros, c'est un peu comme un angle mort quand tu fais un créneau en voiture. Tu sais qu'il y a un angle mort, il y a un endroit où tu ne vois pas, c'est comme ça, tu ne peux rien y changer, il faut le prendre en considération ou tourner la tête pour regarder ce qui se passe hors de tes rétroviseurs. Mhm. D'accord? Donc, pour illustrer ça, je vous propose la première vidéo de cet exposé qui est un extrait court du discours d'Emmanuel Macron, Nous sommes en guerre. Emmanuel, encore, on y va. Encore Emmanuel. Nous y arriverons, mes chers compatriotes, en étant unis, solidaires. Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique. Je veux dire ce soir très clairement, non seulement vous ne vous protégez pas, vous, et l'évolution récente a montré que personne n'est invulnérable, y compris les plus jeunes, mais vous ne protégez pas les autres. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez transmettre le virus. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous risquez de contaminer vos amis, vos parents, vos grands-parents, de mettre en danger la santé de ceux qui vous sont chers. Je vous le dis avec beaucoup de solennité ce soir. Écoutons les soignants qui nous disent, si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous et limiter les contacts. Faisons preuve, au fond, d'esprit solidaire et de sens des responsabilités. Et la nation soutiendra ces enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. D'inventer de nouvelles solidarités entre générations, de rester, comme je vous l'ai dit jeudi dernier, profondément solidaire et d'innover là aussi sur ce point. Solidaire, solidaire, solidaire. Ça me fait penser à cette photo de la famille royale belge qui était dans son domaine, pris d'un drone, où on voyait Merci, et on les voyait dans un parc. Le parc royal, je veux dire, le parc du château de Laken, c'était un parc immense. Donc cette solidarité, unité est déjà un gros mensonge, hein, comme si on était tous les mêmes, tous les Français, tous les Belges. C'est déjà une vaste blague, une bonne blague. Hein. C'est déjà une bonne blague, surtout quand il te dit qu'il va falloir innover sur la solidarité. Euh, pas facile. Et donc, on voit que dans ce discours, on appuie énormément sur le renforcement positif en bénéfice secondaire, c'est-à-dire c'est bien, tu es responsable, tu es un grand. Comme quand tu dis à ton enfant, c'est bien, tu as bien fait tes devoirs, tu es un grand. Voilà. Ça, c'est du bénéfice secondaire. Alors,
On va voir aussi une petite affiche pour illustrer ça. Vous voyez, là, par exemple, c'est du renforcement positif, c'est du bénéfice secondaire. Il y a marqué sur cette grande affiche en 3 panneaux, sûrement dans le métro, « Soyons solidaires de ceux que le vaccin ne protège pas ». Alors, ça peut être à peu près tout le monde. Et sur le masque de la dame, il y a marqué en petit pour être sûr, je suis solidaire. Tu vois, Ouais, je pour vois, ouais. être sûr que tu as compris. Donc ça, c'est du bénéfice secondaire. Et c'est un peu un message paradoxal aussi, soyons solidaires de ceux que le vaccin ne protège pas. Oui, mais alors, si tu veux parler pour de vrai, qui le vaccin protège-t-il? Ouais. Mais voilà, c'est un effet psychologique. On va t'aider à adopter le comportement demandé. Mhm. Donc, un autre exemple, c'est l'altruisme. Pour l'altruisme, si tu es quelqu'un d'altruiste, bah, c'est bien, tu es une bonne Ah ouais, personne. c'est bien ça. Si tu n'es pas altruiste, tu es une mauvaise personne. Donc, pour finir d'illustrer ce petit point, on a une petite vidéo, mais voilà, le nudge, ça se concentre beaucoup sur le bénéfice secondaire. Pourquoi? Parce que ça ne coûte rien. Allons-y. Ouais, c'est pour nous protéger, nous, le vaccin, donc après, c'est un choix propre à chacun, et voilà. Des propos surprenants, souvent contredits par les scientifiques, pour qui se vacciner, c'est aussi protéger les autres. Voilà, se vacciner, c'est pour protéger les autres, donc tu es altruiste, tu n'es pas en train de penser qu'à toi comme un gros égoïste qui veut se protéger d'une maladie. Ouais, Ça, d'où celui c'est qui ne se vaccine pas, qui est un gros égoïste. exactement, les personnes qui ne se vaccinent pas sont donc des égoïstes. Ensuite, je vous propose de passer assez rapidement sur quelques techniques de nudge pour avoir des petites bases. On va essayer de développer ça assez vite pour ensuite parler d'organisation un petit peu, comment ça marche tout ça. Donc là, on a le biais de statu quo. C'est-à-dire que, donc, comme je vous ai dit, les nudges sont basés sur des biais architecturaux du cerveau, les biais cognitifs. Ton cerveau ne fonctionne pas aussi bien que tu aimerais peut-être qu'il fonctionne. Mhm. Donc, le biais de statu quo ou choix par défaut. Les individus ont tendance à préférer le maintien de la situation actuelle et éviter les changements. En général, on n'aime pas les changements. Les nudges peuvent être conçus pour tirer parti de ce biais en rendant l'option souhaitée plus facile à accepter en la présentant comme le choix par défaut. Par exemple, vous avez choisi de ne pas vous faire inoculer. C'est faux, parce que tu es né non inoculé et le faire, c'est un choix. Ce n'est pas le choix par défaut. Le choix par défaut, c'est rester chez toi et rien faire. Mhm. Donc là, on inverse et on dit que le choix par défaut, c'est d'être inoculé et le choix alternatif qui est mauvais, c'est celui de rester chez soi et de rien faire. Alors là, sur la petite vignette, on a une petite illustration concernant les impôts en France. Vous voyez, on a en 2000, il me semble que c'est en 2014, le gouvernement français a contracté une entreprise de nudge pour faire passer la déclaration fiscale papier à la déclaration fiscale électronique. Et donc, ils ont utilisé le biais de statu quo non pas en t'envoyant les papiers à remplir, mais en t'envoyant directement, en choix par défaut, comment remplir ma déclaration en ligne. Et donc, ils ont pu augmenter le nombre de déclarations en ligne de 1 500 000, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ce sont des outils qui sont très utiles, notamment pour que les gens payent leurs taxes. Mais ça, je pense qu'on y reviendra vers la fin. Ouais, comme si le faire par papier, comme c'était avant, était au fait anormal, quoi. Ou en tout cas, Ça n'est plus le choix par défaut. C'est C'est ça. le choix secondaire. Si tu veux faire par papier, maintenant, c'est de ta faute. Ensuite, on a le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est que les individus ont tendance à s'appuyer sur la première information qu'ils reçoivent pour prendre des décisions. On fonctionne à peu près tous comme ça. Les nudges peuvent utiliser l'ancrage pour influencer les choix en présentant d'abord une information ou une option particulière. Par exemple, l'ivermectine est un vermifuge pour cheval. Une fois que tu as balancé ça assez fort, en fait, ça va rester dans l'ancrage des gens et peu de personnes iront vérifier les faits. Ensuite, quand il y a un démenti, eh bien, il sera moins pris en compte que la première information. Mhm. On a tendance à fonctionner comme ça. Et on ne s'en rend pas compte. Ça qui est intéressant, c'est discret. Le biais de preuve sociale. Les individus ont tendance à se conformer au comportement des autres, en particulier à ceux de leur propre groupe social. Les nudges peuvent tirer parti de la preuve sociale en montrant que d'autres personnes ont adopté le comportement souhaité ou en fournissant des comparaisons avec les pairs.
Ouais, ça c'est évidemment la télévision où on pense que tout le monde fait la même chose. La télévision, en effet, par exemple, il y a eu pendant la coupe du monde au Qatar, je crois que c'était, les téléspectateurs chinois n'avaient pas accès au match normal. C'est-à-dire que informatiquement, ils ont rajouté des petits masques blancs sur les joueurs ainsi que sur les spectateurs afin que le public chinois ne se rende pas compte qu'au Qatar, les gens ne portent pas de masque quand ils font du foot. Vous voyez, à cette période de la pandémie. Ah ouais, ça j'avais Donc, jamais entendu. C'est ça a provoqué de gros problèmes en Chine parce que quand tu as 1 milliard de Chinois qui se rendent compte qu'ils se font blouser, ça rend les choses compliquées. Ça rend les choses compliquées. Donc ça, ce sont des petits effets qui, mis bout à bout, vont nous permettre d'orienter de mieux en mieux la population. Et on va passer à la suite, c'est perte-aversion. Alors celui-là, il est très efficace parce que les individus sont généralement plus sensibles aux pertes qu'aux gains. Les nudges peuvent utiliser l'aversion à la perte pour motiver les individus en mettant l'accent sur les coûts potentiels de ne pas adopter le comportement souhaité plutôt que sur les bénéfices. Et oui. ouais. Donc, pour illustrer ça, on a juste une courte vidéo, mais je pense que vous avez entendu ce genre de propos sur de nombreux canaux. Vous allez vous rendre compte. Donc si on ne vaccine pas les enfants, même s'ils faisaient que des formes asymptomatiques, ce qui n'est pas le cas. À ce moment-là, ce qui se passerait, c'est qu'ils vont nous fabriquer des variants qui vont tuer les grands-pères et les pères et les mamans et les grands-mères. Donc bien sûr, il faudra vacciner les enfants. En dernière position, pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est des formes asymptomatiques et qui risquent pas, allez, presque pas d'être malades et encore moins graves. Mais on y viendra, oui. Incroyable, hein, 3 ans après, plus de 3 ans après, d'entendre ça. Inoculer un produit expérimental à des enfants avec cette certitude. Et donc, ça fonctionnait bien sur les plateaux et les parents entendent ça, ils se disent il faut, sinon papy et mamie vont y passer. Exactement. Tu as plus peur de perdre tes grands-parents que de gagner, euh, je ne sais pas, un avantage physique face à la maladie. Et c'est ça qui va motiver ton choix à aller faire ce qu'on te demande de faire. Mhm. Mais là, c'est vrai que c'est un peu gros quand même. Et en même temps, ça mélange, alors, petite parenthèse, l'aversion à la perte et le concept de Maminova. Je ne sais pas si tu connais les yaourts Maminova. Bien sûr, ce n'est pas une grand-mère qui fait les yaourts dans l'usine. Pourquoi est-ce que c'est une mamie sur ton pot de yaourt ? Parce que la figure de la grand-mère est très chargée émotionnellement, encore plus que la figure de la mère. Donc, on se sert du concept de Maminova pour te faire peur à travers le biais de perte-aversion. Bon, c'est quand même assez dégueulasse. Yann, je pensais que tu viens de casser un mythe, je pensais que c'était les mamies dans des usines qui faisaient les Maminova, mais bon. Et non, c'est comme les lutins du Père Noël, c'est pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Et la perte-aversion, ça renvoie à un concept plus large qui est le contraste des options. Présenter les options de manière à mettre en évidence les différences entre elles, comme montrer clairement les conséquences de ne pas respecter les protocoles par rapport à les suivre, peut influencer les choix des individus. Et donc, c'est de l'influence légère, mais c'est de l'influence tout le temps. On a vu des acteurs payés dans les hôpitaux pour dire qu'ils regrettaient de ne pas avoir été vaccinés. Ça s'est vu. Mhm. Ensuite, la régularité et la répétition. C'est peut-être un des trucs dont on peut se souvenir le plus, la martothérapie. Répéter régulièrement les messages et les rappels sur les protocoles sanitaires aide à renforcer leur importance et à maintenir les comportements souhaités par la radio, la télé, dans le supermarché, etc. Si tu te souviens, dans le supermarché, toutes les demi-heures, merci de respecter les protocoles. À la radio, c'était pareil, à chaque pub à la télé. Et donc, ça va permettre de maintenir le nouveau comportement plus longtemps. On mesure généralement la puissance d'une modification comportementale à sa durée dans le temps. Donc ça va permettre d'augmenter la puissance de la modification par des méthodes très simples. Oui, avec une multiplicité des supports, hein, puisque tu sors du supermarché, tu allumes ta radio, tu regardes ton smartphone, tu as des alertes infos, tu rentres chez toi, tu allumes la télé. Bien sûr. Si tu vas sur la chaîne YouTube de Kairos, il y a un petit bandeau, attention au coronavirus. Évidemment. Évidemment, il sait partout. Alors là, on a encore une nouvelle technique, c'est le rappel de l'objectif ultime. Donc l'objectif ultime qui nous avait été présenté, ça a été d'aplatir la courbe. Quoi que ça veuille dire, hein. C'est une courbe qui a été dessinée, on doit l'aplatir et on remarque qu'aux États-Unis, par exemple, et dans d'autres pays
anglo-saxon, l'objectif ultime qui était présenté, c'était flatten the curve. Donc c'est juste la traduction depuis l'anglais d'une technique de nudge. Alors, on va juste illustrer ça par une petite vidéo, mais je pense que tout le monde se souvient bien de quoi on parle. On va vers un but commun, qui est d'avoir la lumière au bout du tunnel, qui est certainement par la vaccination, et qui va se situer fin août, début septembre, c'est sûr. Il faut juste aller dans cette direction-là, arrêter de dire n'importe quoi. Se faire vacciner protège les autres et pas seulement soi. Absolument. C'est un message qu'on peut faire passer aussi aux aides soignants. C'est chaud les intox. La lumière au bout du tunnel. C'est ça. Donc ça va te permettre de te motiver à continuer à faire ce que tu avais à faire. Rappeler l'objectif ultime, mais même dans ton travail, hein, ça peut fonctionner. Avec tes employés, tu peux dire, l'objectif ultime pour nous, c'est faire éclater la vérité. La fin justifie les moyens. Exactement. Et ça va t'amener à utiliser ces moyens. Alors, d'autres techniques qu'on a utilisées en école, mais qu'on peut utiliser en entreprise, c'est la gamification. Transformer la situation en jeu. D'accord ? C'est quelque chose qu'on utilise assez souvent en vente, dans le domaine de la vente, du marketing ou dans une entreprise, en montant un challenge. Hein. Alors, on ne va pas vous dire, si tu ne vends pas 10 000 téléphones, tu te dégages. On va te dire, écoutez, alors ce mois-ci, on a un super challenge pour vendre des téléphones. Alors, si vous vendez 10 000 téléphones ce mois-ci, vous aurez, en général, un truc pas terrible, genre une cafetière, un paquet de popcorn. Et donc, ça va te permettre de te mettre dans un jeu qui va te motiver avec tes collègues, qui va te tirer la bourre. Et ça peut être assez sympa d'envisager les choses comme ça. D'accord ? Donc, là, on va se servir des jeux pour te dire, à l'école, là, je vous décrypte un petit peu la fiche qui est écrite en petit. 3 défis pour combattre le Covid-19 à l'école. Allez, les enfants, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est marqué, est-ce que tu es cap de garder tes distances ? Est-ce que tu es cap d'avoir les mains propres ? Challenge. Est-ce que tu es cap de... Voilà. Et donc, puisque tu es cap de faire tout ça, il n'y a pas de ballon de foot. Tu vois ? Parce que pousser un ballon de foot avec son pied, c'est risquer de contaminer les pieds des autres et le ballon, et enfin bref, etc. Et à la fin, si tu as été capable de faire tout ça, tu as une petite récompense en bas à droite. Tu vois que les enfants sont déguisés en super-héros. C'est un bénéfice secondaire. Donc, hein. Vous avez été capable, maintenant vous êtes des super-héros. Donc la privation du ballon de foot est transformée en quelque chose, est transformée en récompense presque. Grâce à... T'as pas été cap, donc t'as pas de ballon de foot. T'as été cap, donc t'as pas de ballon de foot. De toute façon, si tu veux jouer au foot, si tu as été capable de te laver les mains, tu peux aller jouer au foot, tes mains sont propres, tu vas pas... Enfin bref, ça n'a pas vraiment de sens, mais on va modifier la situation pour te faire croire que c'est un jeu. Mhm. Et ça motive beaucoup les gens. Hein. Tu peux tester, si tu veux, dans ton travail à Kairos, si tu veux motiver tes troupes, tu peux leur proposer un petit challenge pour le mois prochain. On va y penser. Donc là, on va regarder juste la petite vidéo d'illustration. Alors là, qu'est-ce qu'on a gamifié ? L'équipe présidentielle a proposé un jeu à des youtubeurs. S'ils faisaient beaucoup de vues, ils avaient une gratification de pouvoir venir faire un petit clip à l'Élysée. D'accord ? Donc là, on va nudger des youtubeurs qui, à leur tour, vont nudger, nous, la population. Je vous en prie. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Élysée. Seulement si, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes. Alors, c'est oui. Emmanuel Macron est OK pour un concours d'anecdotes. Nous acceptons. Donc là, on y est là. Ouais, c'est la mission du président. Voilà. On doit faire quoi déjà ? On doit parler des gestes barrières. Les gestes barrières, bien sûr. En même temps, c'est vrai que c'est une pandémie mondiale, on a notre rôle à jouer, quoi. Et puis il y a pas mal de gens qui nous suivent. Après, je sais pas toi, mais je suis pas irréprochable non plus avec les gestes barrières. Moi, je suis parfait. Oui, j'ai vu l'autre jour souvent. Le masque sous le nez. Je suis assez nul. Bah oui. Allez, on avoue. J'ai ôté mon masque en voiture, j'en pouvais plus de pas respirer. J'utilise pas les gels hydroalcooliques quand je sais qu'ils sont trop gras. C'est trop visqueux. J'ai éternué dans ma main, mon coude était trop loin. Il y avait trop de monde dans l'ascenseur, mais je suis rentré quand même. J'allais au 2. Je te promets Manu, je vais faire gaffe pour mes enfants et pour la France. Incroyable. Merci d'avoir coupé.
C'est incroyable, c'est des bons toutous, hein. Bah, ils sont fait nudger, d'une part, et d'autre part, ils font leur travail, et ils font au mieux pour sauver la France, éventuellement leurs enfants. Enfin, voilà, c'est des gens qui font de leur mieux. Ils se font un Ils peu de sont pognon au fait passage noter. aussi, non? Pardon? Ils se font un peu de pognon au passage aussi? Ah, bah, chacun son travail, hein. Moi, je suis pas dans leur compte. J'avoue, je ne sais pas. Et ce qui nous amène directement au nudge suivant, qui est l'utilisation d'autorités crédibles et d'influenceurs. Alors, les influenceurs dans les années 1920, c'était des acteurs connus de théâtre, par exemple. Dans les années 80-90, les influenceurs, c'était des stars de la télévision ou du cinéma. Aujourd'hui, les influenceurs, c'est ce qu'on appelle des influenceurs YouTube, des influenceurs de plateformes de réseaux sociaux. Et ça, c'est un nudge. Parce que si c'est ton voisin Jean-Michel ou ton pote de travail, le gros Roger, qui te dit quelque chose, ça n'aura pas le même poids que si c'est un YouTuber qui a 1 million de vues. Juste parce que la personne est connue. Si c'est Brad Pitt qui te dit quelque chose, tu auras plus envie de dire oui, monsieur. C'est comme ça, même s'il n'y connaît rien. Et donc là, on a juste la petite vidéo d'illustration. On peut utiliser des YouTubers pour faire passer un message. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Elles sont belles tes Vous roulades. faites pas mal des roulades, vous? Ah ben, Oh là attention, là. j'ai travaillé, hein. J'ai travaillé ma roulade. Aucun intérêt, mais Aucun intérêt. ça fait de la pub et on peut nudger les gens et les accompagner à continuer dans leur comportement. Aucun intérêt, juste ils sont cool, quoi. Quel président... Voilà, tu fais de la pub pour le président en même temps. C'est ça, ouais. Ouais. Ensuite, on va personnaliser les messages. Parce que quand tu as le sentiment que ton message t'est bien adressé à toi-même, c'est plus efficace. On note ça par exemple dans les élections américaines en ce moment. Tu vois, ils sont en train de courir après le vote des personnes afro-américaines ou des personnes hispano-américaines. Et donc, ils vont délivrer des messages personnalisés à ces couches de la population. Si tu parles de la même façon aux blancs, aux noirs et aux autres, alors tu auras moins d'efficacité. Là, par exemple, sur l'image de gauche, on voit que Emmanuel Macron a mis un t-shirt. C'est quand la dernière fois que ton président en t-shirt? C'est pas souvent. Ben là, c'était pour passer sur TikTok. Pour parler aux jeunes, je mets un t-shirt. Et à droite, on voit Yanis a stoppé une pandémie en restant chez lui. Parce que Yanis est un jeune, un peu un jeune branleur, bon voilà, mais quand même c'est un héros. Et donc je te parle à toi. Mais je pourrais parler à Jean Martin, qui est un travailleur, et mettre une autre affiche. Et c'est ce qui s'est passé, ils avaient sorti tout un set d'affiches qui sont personnalisées. Les messages personnalisés, c'est très important quand on essaie de faire quelque chose. Ils calculent tout, au fait, hein. Excuse-moi, quoi? Ils calculent tout, je dis. Ah bah, c'est-à-dire que si c'est ton travail, si tu es psychologue, tu dois calculer ça avant. Et on va voir on verra après comment ça a été calculé tout ça un petit peu. Le biais de disponibilité. Quand tu as quelque chose sous la main, tu as tendance à t'en servir. Si tu te balades au supermarché, qu'il y a du jambon de pays à la dégustation, ta main va aller naturellement pour aller goûter. Et après, tu es dans le pied dans la porte, dans l'engagement, tu auras plus envie d'acheter le fameux produit qui est délicieux. Là, de la même façon, des gels hydroalcooliques ont été mis à la disposition à l'entrée de nombreux magasins. Donc, biais de disponibilité, tu mets de la main, plouf, tu as ton gel. De la même façon, les masques étaient relativement faciles à avoir à un certain moment puisqu'ils t'ont été envoyés à la maison, ils étaient disponibles. Quand tu l'as sous la main, tu t'en sers. Ah voilà. Et ensuite, on va parler des définitions des opérations psychologiques. On entre dans une deuxième partie de cette petite exposé. C'est le psyop, il y a des liens avec le nudging, mais c'est plus quoi? C'est des opérations ponctuelles, plus... Alors, on va essayer là de définir ce que c'est une opération psychologique pour voir si ce qu'on a vu était en effet une opération psychologique. Ensuite, on va parler de comment ça marche les entreprises de nudge pour bien comprendre l'organisation de la pandémie. Là, on voit le Psychological Operation US Army Doctrine. C'est un manuel officiel de la doctrine de l'armée américaine sur les opérations psychologiques, comment fonctionner. C'est le guide FM 33-1. Il date de 1971. Alors, ils définissent une opération psychologique comme toute forme de communication en support d'objectifs qui ont été designés pour influencer les opinions, les émotions, les attitudes ou les comportements
de tout groupe social afin de bénéficier aux sponsors de l'action de façon directe ou indirecte. Voilà. Donc, je pense que ça résume assez bien le fait que nous avons été pris dans une opération psychologique de grande ampleur, si on en croit les manuels d'opération psychologique de l'armée américaine. Donc ça, c'est très facile à trouver sur Internet. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Et pour illustrer ça, là, je vous ai mis une page de ce livre. C'est une matrice de sélection de médias pour les opérations psychologiques. C'est-à-dire, c'est un tableau, tu remplis toutes les cases, et à la fin, tu choisis sur quel type de média tu vas utiliser ton opération psychologique. Alors, par exemple, à gauche, il y a 5 critères, et à droite, il y a la télé, la presse, il y a un petit peu tout. Alors, les 5 critères, par exemple, c'est l'audience cible peut-elle recevoir le média? 2, le média est-il approprié pour l'audience cible? 3, le média est-il disponible pour l'unité d'opération psychologique? 4, le média sera-t-il synchro avec l'opération qu'on veut mener? Et 5, le média est-il approprié au niveau de la progression globale de l'opération? Ça, C'est très bien cadré depuis, là, ça fait 50 ans quand même. Donc, bien sûr qu'on a avancé sur le sujet. C'est juste pour vous montrer un petit peu qu'il y a des gens qui bossent, hein. Il y a des gens qui travaillent. Ici, on a par exemple une checklist de production, de procédures, d'opérations psychologiques. Donc, je ne vais pas en faire le détail. Je vous invite à aller voir. Tout ça est très intéressant. OK? ouais, donc ce que ça montre aussi, et on va y venir, c'est que c'est une organisation. Hein. Tu viendras sur la pandémie, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui ont théorisé ça, qui ont fait des sortes de manuels. Oui, tout à fait. Et donc tu penses, mais tu le diras après, que il y a des gens qui se sont évidemment penchés sur la pandémie pour voir comment la mener à bien le mieux possible. D'ailleurs, il y a l'événement, comment il s'appelait encore, en décembre 2019, la simulation de pandémie qui faisait penser évidemment à ça. Hein. Comment vérifier que ça se mette en place le mieux possible en faisant d'abord une simulation? Parce que les gens ont parfois du mal à croire ça, que ça puisse être Ouais. quelque C'est chose vrai, d'organisé. il y a même des auteurs, par exemple, derrière moi, il y a le livre de Barbara Stiegler, Très bon livre. de la démocratie en pandémie, qui est un tout petit fascicule très intéressant, qui parle de la mise en place du nudge, de BVA Nudge Unit, mais ça, on va y revenir dans 2 minutes. Mais pour elle, il n'y a pas vraiment d'organisation, parce que en fait, ils ne sont pas tombés sur les informations tout simplement. Pour eux, c'est un mélange de peur et de on fait n'importe quoi. Or, on va voir que tout ça est très bien structuré et très bien organisé depuis fort longtemps. Les opérations psychologiques, c'est un métier. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui bossent. Par exemple, on voit le coup d'État en Ukraine en 2014, la révolution colorée, c'est grâce aussi à une opération psychologique. On voit les printemps arabes, c'est grâce aussi à des opérations psychologiques menées par les réseaux sociaux. Ça s'appelle la guerre de 4e génération. D'accord? Provoquer des mouvements sociaux importants pour renverser des gouvernements grâce aux réseaux sociaux et à des techniques psychologiques, des opérations psychologiques. Là, on parle de guerre de 5e génération. C'est la même chose, mais pour t'empêcher, à toi, citoyen, de t'organiser et d'agir. Donc là, on peut se rendre compte, en effet, qu'on a été le sujet d'opérations psychologiques d'envergure. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment savoir si ça a été organisé avec un O majuscule. Sauf que, on va se rendre compte que finalement, c'était le cas. Alors, je vais faire un petit détour, juste par le World Economic Forum. Quelles sont les méthodes du World Economic Forum? Alors là, on a vu un tas de méthodes d'influence du citoyen. Les méthodes sont en général plus ou moins les mêmes, seuls les ingrédients changent pour le Covid-19, la guerre en Ukraine, le climat, la sécheresse et bien sûr plein d'autres choses, puisque pour le World Economic Forum, il y a 17 objectifs de changement global. Là, saviez-vous que le changement climatique impacte particulièrement les personnes LGBT? C'est une blague, ça? Ah bah, ça, t'as fait je ne un sais pas. montage, Yann. Je ne sais pas si c'est une blague, mais peut-être qu'elle supporte moins bien la chaleur. C'est incroyable.
Mais voilà, ça peut être un peu surprenant. Tu te dis, mais est-ce que c'est une blague? En fait, ça fait partie des 17 objectifs du World Economic Forum, qui sont la pauvreté zéro, la faim zéro, bonne santé, bien-être, éducation, égalité entre les sexes, inégalité réduite, ville et communauté durable, consommation et production responsable, changement climatique, vie aquatique, vie terrestre, paix, justice, institutions efficaces et bien sûr l'objectif de partenariat. Alors, on pense que ce sont des objectifs, mais on peut le traduire différemment. Ce sont des angles d'attaque. D'accord? Ce sont les angles d'attaque sur lesquels ils vont agir pour modifier la société. Donc, tu sais qu'ils vont attaquer le système de soutien social aux pauvres, la faim. Ils vont attaquer le système de santé, ils vont attaquer le système éducationnel, etc., etc., etc. Ce sont des angles d'attaque. Donc, on sait sous quels angles ils vont nous attaquer. Ça, c'est bon à savoir. Alors, comment est-ce qu'on opérationnalise ça dans le réel? En France, on a des unités de nudge, les nudge units. Ce sont des unités de psychologues, et ils sont peut-être 1, 2, 3, 18 ou 52, et ils vont travailler ensemble pour faire leur travail, c'est-à-dire passer ça sur le terrain. Donc là, je prends l'exemple de BVA Nudge Unit. BVA, la grosse entreprise, est une société d'études et de conseils spécialistes du comportement. C'est une grosse entreprise en France qui possède plusieurs gros bâtiments dans plusieurs grandes villes. Et en 2013, il crée le BVA Nudge Unit, donc l'unité de nudge de BVA, en 2013 au département innovation. En 2014, ils ont aidé à la numérisation de la déclaration d'impôt sur le revenu, comme on l'a vu précédemment. Puis, ils deviennent, après la pandémie de 2020, le BVA Nudge Consulting. Sauf qu'entre-temps, c'est eux qui ont été chargés de mettre en place tout ce qui concerne les protocoles sanitaires en France. Ensuite, ils deviennent bvaxside.com. BVA Group devient BVA Family, tu vois, c'est plus sympa. Mais il y a également d'autres entreprises qui travaillent en France. Par exemple, le Behavioral Insight Team et une autre unité de nudge qui est d'origine anglaise, et également une autre unité de nudge qui a été intégrée à la direction interministérielle de la transformation publique. C'est donc par le nudge qu'on va transformer la France. Il y a également le BETA, l'entreprise australienne. Et il y en a énormément dans plein de... Est-ce que tu penses que c'est ce genre d'entreprise, qu'elle soit française ou d'une autre nationalité, qui a fabriqué, par exemple, les applaudissements des soignants en fenêtre? Parce qu'on sait que, je veux dire... Ça pourrait être une opération psychologique, hein. Je ne sais pas. Là, sur ce thème précis, je ne sais pas. Mais ça pourrait être une opération psychologique de soutien positif aux travailleurs de la pandémie. Ça pourrait. Ça y ressemble en tout cas. Hein. Ça y ressemble. C'est pas parce que ça ressemble à du pastis que c'est du pastis, mais en tout cas, ça pourrait. Là, je vous en présente une deuxième, le Behavioral Insight Team, qui est une propriété de l'entreprise Nesta. Nesta est une entreprise de charité qui vaut des millions en Angleterre. Le chef exécutif est le psychologue David Alpern. Ils sont partenaires avec le BIG, le Behavioral Insight Group de l'Université d'Harvard, mais également l'Université d'Oxford, Cambridge, l'Université of Pennsylvania. Les localisations, ils sont dans le monde entier, en Angleterre, en France, aux USA, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et là, on commence à se rendre compte gentiment qu'il y en a un petit peu de partout. Nesta, à qui appartient le BIT, par exemple, est dirigé par Sir John Gleave, qu'on voit là sur la petite photo à droite au World Economic Forum en 2008. Et oui, c'est un réseau, tout le monde est copain. Et là, on voit que les points commencent à se connecter un petit peu. Alors, il faut que je change de page parce qu'on a beaucoup parlé. C'est un véritable réseau. Hein. Ah, celle-là, je vais la sauter. Voilà. Et là, on arrive à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Si tu vas sur le site internet de l'OCDE, tu te rendras compte que l'OCDE répertorie plus de 200 organisations à travers le monde qui appliquent le nudge et la traduction en anglais également, les behavioral insights dans les politiques publiques. Donc, je vous invite à aller vérifier à cette adresse ocde.opsi.org sur le BI Unit. C'est une carte dynamique du monde entier qui va te montrer
dans le monde entier, où sont les entreprises de nudge qui sont liées à des gouvernements, et vous verrez qu'il y en a dans tous les pays du monde. La fonction de ces unités, c'est de designer des nudges, de les implémenter dans la population et ensuite d'évaluer la réussite afin de améliorer le nudge. D'accord? C'est une boucle d'amélioration continue, hein. Je crée, j'utilise et je vérifie que ça a bien marché et éventuellement je modifie et j'améliore. D'accord? Heu, alors Évidemment, le nudge, c'est pour notre bien-être, hein, Yann. mais bien sûr, c'est pour ton bien, tu es un bon citoyen, c'est bien, tu fais ce que je te dis. Là, on voit sur cette petite carte, j'ai appelé ça Brave Nudge World parce que donc c'est la carte de l'OCDE. On va se rendre compte que, il y a des ronds, donc des entreprises de nudge dans toutes les capitales des pays du monde les plus importants, d'accord? Et si vous faites des recherches là-dessus, vous vous rendrez compte que dans ces pays, comme en France, ce sont des entreprises de nudge qui ont managé la pandémie. OK? Donc ce sont eux qui ont adapté à chaque pays les méthodes de nudge parce que, bien sûr, en France, en Allemagne, en Belgique, tu vas pas dire les choses exactement de la même façon, hein, à cause des différences culturelles. Mmh. Alors j'avais fait un petit zoom sur la Belgique parce que, vous, vous êtes bien farcis quand même, hein, vu que vous êtes, à côté de centres de décision européens importants. Je ne sais pas si j'ai la diapo sur cette diapo-là. Mais j'avais fait un petit zoom sur la Belgique et je vous invite à aller voir. Si va vous essayer résidez en Belgique, vous êtes bien farcis, les amis. Attends, Ah ben voilà. on va Tiens. la mettre en. Ah, c'est bon. Donc là, vous voyez, en haut à gauche, à Londres, alors là, carrément, il y en a énormément. En France, autour de Paris, il y en a pas mal. Et en Belgique, vous avez la chance d'avoir quand même pas mal d'entreprises vu la taille de votre pays. Et en plus, vous avez une grosse pastille violette. Quand elles sont grosses, c'est qu'il y en a plein dedans. Donc je vous invite à aller voir sur le On va aller site. enquêter. On va aller enquêter, je dis. Ça mériterait. Ça mériterait. Ouais, le lien est dispo si vous voulez vous renseigner dans les commentaires. Ah oui, je le vois sortir dans les commentaires. Merci beaucoup. Comme ça, les gens pourraient aller voir directement. C'est assez sympa. Et donc, pour finir cette petite présentation, on va parler, alors très très rapidement, effleurer l'organisation mondiale. Là, on voit qu'il y a des unités de nudge dans chaque pays. Mais comment est-ce qu'on peut organiser ça entre les pays? Pour ce faire, nous avons besoin de ce qu'on appelle dans la littérature en psychologie organisationnelle des relais organisationnels. Les relais organisationnels sont des entreprises spécifiques avec des fonctions spécifiques. Alors, l'organisation de la pandémie mondiale. Pourquoi le système de santé? Parce que c'est le high point, hein. Si je prends le système de santé dans un contexte de guerre, ça va être comme si j'avais des gros missiles hyper puissants parce que le système de santé, c'est ce qui va te permettre de vivre ou laisser mourir les autres. Donc c'est vraiment un point surplombant dans la guerre des gouvernements contre les peuples. Ensuite, les relais organisationnels. Il faut comprendre que les entreprises de nudge communiquent les unes avec les autres, pardon, à travers juste leurs canaux, mais également au travers de recherches de psychologie qui vont être transférées. C'est-à-dire, si demain j'écris un article intéressant sur le nudge, alors il va être diffusé dans le monde entier et tous les psychologues pourront s'en servir. Mais également avec, par exemple, McKinsey, d'accord? McKinsey est une entreprise de stratégie. Donc, ça va permettre de développer des stratégies en accord avec les contrats qu'ils signent avec leurs clients. Notamment, Emmanuel Macron a demandé à McKinsey de créer un parti en France qui s'appelle La République En Marche. Et donc, c'est McKinsey qui va créer ce parti politique qui va être utilisé par Macron. Mais il n'y a pas que ça. Parce que McKinsey, ils sont sur 60 pays dans le monde, je crois. Ils ont un grand nombre de salariés. Et donc, ils vont être à même de transférer de l'information d'une partie du monde à une autre ou d'un pays à un autre. Par exemple,
vu qu'ils sont implantés dans le gouvernement français, mais également dans le gouvernement américain, mais également dans le gouvernement peut-être belge ou allemand, qui sait, ils vont être en mesure de communiquer entre les différentes cellules de leur propre structure afin de transférer des informations de la France aux États-Unis, à la Belgique, en Espagne, on pourrait penser, par la fibre. on pourrait penser, Yann, par exemple, faisons une hypothèse, que le terme épidémie de non-vaccinés ait été créé dans un bureau à Johannesburg et que cette info soit arrivée dans tous les relais, traduite, et qu'on se soit dit, maintenant, on utilise ce mot. Parce qu'on a remarqué qu'ils l'ont tous utilisé en même temps, quasiment. Oui, tout à fait. Si pas le même jour, la même semaine. Ça, c'est par exemple... exactement comme ça que ça marche. Exactement comme ça. Et on a vu l'exemple tout à l'heure avec flatten the curve, aplatir la courbe. Ce sont des concepts. On va dire, bah, tiens, on va les nudger, on va leur dire qu'on va flatten the curve et on va traduire ça et l'opérationnaliser de différentes façons. Mais en gros, c'est de la traduction, ça se ressemble, dans tous les pays. Hein. Et tu vas remarquer, si tu regardes les infos de l'époque de tous les pays, qu'il y a énormément de traductions quasiment au mot à mot. Ce sont les mêmes techniques de nudge qui vont être réparties, comme tu disais, réimplémentées et, selon les pays différents. Tu ne feras jamais manger de la mayonnaise avec des frites à un Américain. Eux, ils préfèrent le ketchup. Mais par contre, en Belgique, ça peut marcher avec de la mayonnaise, tu vois. Et pour le système de santé, c'est évidemment l'OMS qui chapeaute tout ça. L'OMS est aussi un relais organisationnel. C'est un peu comme la poste. Tu mets ta lettre dans une boîte et elle arrive dans une autre boîte. Voilà, ce sont des structures dont c'est la fonction. Et je vous renvoie au livre de Crozier et Friedberg, L'acteur et le système, qui va vous expliquer ça très très bien. Donc là, on voit qu'on a affaire à un problème qui est systémique. Ce n'est pas juste en France, ce n'est pas juste en Belgique, c'est organisé de façon internationale parce que, par exemple, McKinsey n'est pas une entreprise de transport frigorifique. Elle ne fait pas de la logistique. Ça n'est pas vrai. Donc, si on a un problème systémique, il nous faut une solution systémique. Si tu as un problème de plomberie, tu appelles le plombier et pas le mécanicien. Et bien là, c'est pareil. C'est tout le système qui est corrompu, contaminé, appelle ça comme tu veux. Et donc, c'est une solution systémique qu'il nous faut pour sortir de ce bourbier. Voilà. Et tu l'as moi, je travaille dessus, mais je suis pas magicien. C'est un problème quand même qui est très, très compliqué, changer le monde. Je pense que tu connais. On fait notre petit bonhomme de chemin, oui. C'est ça. D'où le fait que certaines personnes se sentent un peu désemparées bien sûr. Et apathiques parce que le problème est tellement large, systémique, comme tu dis, qu'on ne sait pas toujours par où commencer, mais il faut commencer. Et oui. Si tu changes de Premier ministre, si tu changes de président, si tu changes de sénateur, tu ne vas pas forcément changer l'entreprise de stratégie qui a mis sur le gouvernement ou qui a contaminé de nombreux cabinets ministériels dans le monde. Tu n'auras pas d'influence sur eux. Donc, ça ne servira pas à grand-chose au final. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire pour cette petite heure passée avec vous. Toujours très intéressant, Yann. Merci. Merci à toi. On y verra un peu plus clair sur tout ça. C'est ça qui est important, et surtout que les gens qui ont des doutes puissent accéder à des informations comme ça pour aller justement vers une sorte de réveil, de se rendre compte de ce qui s'est passé. Parce que comme on disait dans une émission précédente, se prendre la réalité dans la gueule quand on pensait qu'on était dans un monde démocratique, où les gouvernements voulaient notre bien, et se rendre compte que c'est tout le contraire, ça fait mal. Ça fait mal. Donc on les accompagne, on vous accompagne. Le moment psy de Kéros. Merci Kéros. Merci Yann Charrier. Avec plaisir. Et il reste une émission encore ? Oui, tout à fait. J'ai prévu un dernier chapitre. C'est-à-dire que dans la première émission, on a vu le quoi. Dans l'émission 2, 3, 4, on a vu le comment. Et dans la dernière émission, on essaiera de comprendre le pourquoi du comment. C'est-à-dire que
pour un psychologue du travail des organisations, ce qu'on a vu, tout ça, c'est un symptôme organisationnel. Ça ne sort pas de nulle part, c'est un symptôme dû à comment on s'organise. Si on s'organisait différemment dans notre société, alors les résultats seraient différents et peut-être il n'y aurait pas ces symptômes, peut-être il y en aurait d'autres. Voilà. Donc là, on va parler de d'où viennent ces symptômes organisationnels, comment ça se fait qu'on puisse en venir à ce genre de choses, ce genre de... Alors, il y en a qui parlent de complot mondial. Bon, moi, je vois pas de complot, je vois juste des gens qui bossent, qui font leur métier. Ça fonctionne bien. Voilà. Ça fonctionne bien à tous les échelons. Hein. C'est des professionnels. Merci Yann et à la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Merci.